à toutes et à tous. Et merci déjà de votre présence en ce 10e anniversaire important. Je crois que vous avez eu le plaisir d'avoir mon ministre de tutelle préféré ce matin. C'est normal, j'en ai qu'un, mais en même temps c'est mon préféré, Bruno Le Maire. Et modestement, cet après-midi, sachez que c'est un honneur pour moi d'ouvrir les expressions qui vont suivre. 10e anniversaire des dialogues de l'inclusion et de la responsabilité sociale des entreprises. Parler de finances responsables et d'épargne solidaire est plus qu'une évidence. Les défis auxquels aujourd'hui notre planète est confrontée au plan environnemental comme au plan social, je fais partie de celles qui parlent de transition écologique et sociale. Je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Je pense même que l'un n'est pas possible sans l'autre. D'autant plus en sortie de pandémie, ça appelle une mobilisation financière et d'envergure. Et penser la transition écologique et solidaire, c'est une responsabilité collective dont beaucoup, notamment ici, autour de moi, se sont déjà saisis, déjà emparés. Financer cette transition est presque aussi important et ne pourra se faire que par l'engagement de toutes les parties prenantes. Le monde de la finance a évidemment un rôle central à jouer. Et je veux le dire ici avec force, la finance est en train déjà de se verdir, la finance accélère, et cette décennie qui s'ouvre sera, je le pense, une décennie où la finance va s'engager beaucoup plus fortement pour la transition écologique et sociale. Si on veut une économie neutre en carbone à l'horizon 2050, nous n'avons pas d'autre option. Les entreprises, je le dis souvent, qui n'auront pas anticipé cette révolution, seront rapidement mises en difficulté, notamment pour se financer. L'adaptation de l'entreprise au changement climatique est une condition sine qua non de sa pérennité. Je ne parle pas ici de très long terme, ni même de long terme. Je parle de très moyen terme, voire de très court terme. L'Union européenne s'est fixé un objectif ambitieux que vous connaissez de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moins 55% d'ici 2030. 2030, c'est demain. Pour les entreprises qui n'ont pas compris qu'en se rapprochant de l'échéance, les contraintes allaient augmenter, le risque et donc le coût de la transition sera lourd, très lourd, peut-être même trop lourd pour exister encore demain. Grâce au volontarisme du président de la République, nous avons réussi, à l'occasion du 5e anniversaire de l'accord de Paris, à l'Élysée, je m'en rappelle très bien, au mois de décembre dernier, à engager à ses côtés toutes les entreprises du CAC 40 à appliquer les recommandations de la très connue TCFD, acronyme que nous aimons tous, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, qui est d'ailleurs en train de passer du statut de recommandation à celui de soft law, et qui est aujourd'hui un terrain d'intérêt et possiblement d'engagement à venir des États-Unis, puisque Joe Biden, très récemment, il y a 48 heures ou 72 heures, a déclaré qu'il regardait de très près la Task Force on Climate Disclosure et qu'il souhaitait que les États-Unis la rejoignent. Vous dire que nous sommes, en France, le premier emprunteur souverain sur le marché des OAT vertes. Nous avons émis en premier, pour un montant de 7 milliards d'euros, une OAT verte, la seconde en l'occurrence, en mars dernier, qui a attiré une demande des investisseurs d'un peu plus de 35 milliards d'euros. Nous avons également lancé, à mon initiative, au mois de mars dernier, une coalition de places, et je remercie l'engagement de Paris Europlace et d'Augustin de Romanet, coalition de places visant la consolidation et le développement de la finance à impact sur la place de Paris, en réunissant tous les acteurs de ce champ en plein développement. Je ne peux pas résister, d'autant plus que j'ai l'excellent Nicolas Dose à ma gauche, de dire que j'entends beaucoup parler de finance à impact, j'entends beaucoup parler d'investissement à impact. Je pense que Philippe Zaouati sera aussi d'accord. On parle beaucoup d'impact. Encore faut-il qu'on soit bien d'accord sur ce dont nous parlons. Encore faut-il qu'on soit d'accord sur ce qu'est un investissement à impact, sur ce qu'est la finance à impact. Et si on ne veut pas que l'impact soit une mode, ce que je ne souhaite pas, si on ne veut pas que l'impact subisse l'impact washing, comme on l'a vu pour le greenwashing, voire pour le social washing, la meilleure façon de s'en prémunir, c'est de le définir.
Et l'impact est une chose sérieuse. L'impact a des caractéristiques. Et en ce moment même, au sein de Finance for Tomorrow, au cœur de Paris Europlace, des praticiens, non pas des théoriciens, des praticiens, des investisseurs, Mirova évidemment, mais aussi d'autres acteurs de place plus traditionnels, sont en train de plancher, de travailler au sein de groupes de travail pour définir précisément ce que nous mettons derrière l'investissement à impact ou l'impact investing en France. Il y a des principes qui caractérisent les investissements à impact, que ce soit la mesurabilité, bien sûr, mais aussi l'intentionnalité. Et ces travaux de définition sont en train d'être faits. Et j'ai bon espoir qu'avant l'été, nous puissions, au nom de la place de Paris, faire émerger une définition commune aux praticiens de ce qu'est un investissement à impact, de ce qu'est donc, par construction, la finance à impact. L'objectif est clair, faire grandir la confiance dans le fait que la finance contribue à bâtir un monde plus durable, ou pour le dire autrement, faire grandir la certitude que la transition écologique et sociale ne peut pas se faire sans l'engagement réel et sincère des acteurs financiers. Jusqu'ici, on l'a attendu. Aujourd'hui, les acteurs financiers bougent. Je ne suis pas une naïve. J'aime beaucoup la poésie, mais je suis ministre à Bercy et je crois que tant que les acteurs financiers, les investisseurs, ne sont pas au cœur de l'impact, alors cette transition, elle sera rendue difficile. Donc ça n'est pas rien, cette initiative. Intentionnalité de l'investissement impact, additionnalité, mesure de l'impact, des concepts qui ont fait pourtant l'objet de nombreux travaux, d'ailleurs dans le coté et le non-coté. Mon idée est donc désormais, avec les acteurs de place, que je remercie, de structurer tous les travaux pour trouver et déployer une définition commune de l'impact, développer le secteur et faire en sorte que Paris ne perde pas son leadership en la matière. Je dis bien leadership parce que je sais que on aime parfois voir souvent plutôt ce qui ne marche pas à ce qui marche, mais on peut regarder avec, en tout cas c'est mon cas, avec beaucoup d'admiration les acteurs français engagés dans l'impact. Je tiens quand même à rappeler que le plus gros acteur de l'impact au plan européen est un acteur français. Je tiens à rappeler aussi que les investisseurs et les acteurs de la finance à impact en France ne sont pas des suiveurs et sont plutôt les locomotives de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et je tiens à préciser qu'ils ne m'ont pas attendu pour cela. Je les en remercie. J'essaye modestement de les aider et de faire en sorte que ça puisse se développer encore plus. La finance à impact, elle nous montre de façon forte que la finance peut être, voire doit être au service de l'intérêt général. Je ne souhaite pas que le terme impact se galvaude, vous l'aurez compris. Je souhaite en revanche que sa pratique se diffuse. Aujourd'hui, on a, pendant des décennies, jusqu'au dernier mois, pendant la pandémie, parlé d'épargne de précaution. Je crois aujourd'hui que l'épargne ou l'investissement de conviction ne sont plus l'apanage de certains philanthropes. Évidemment, je n'ai rien contre ces derniers, mais je souhaite que la recherche d'impact positif soit un nouveau nerf de la finance. Et pourquoi pas, pour la présidente de la loi Pacte que j'étais, possiblement sa raison d'être. Évidemment, ça ne se fera pas en un jour, et les experts que nous avons à nos côtés le diront mieux que moi. Mais je crois que c'est le sens de l'histoire et que la vision actuelle de l'ESG, environnementale, sociale, gouvernance, ou de la finance à impact, montre ses limites. Elle est assez peu compréhensible pour les épargnants, parce qu'elle n'est pas concrète. Et sachez d'ailleurs qu'ici, nous travaillons à la refonte du label ISR, investissement socialement responsable, pour le rendre plus attractif, plus précis, plus adapté à cette révolution de l'impact ESG. Et pourtant, même si la finance à impact est parfois peu compréhensible pour les épargnants, l'envie, elle est présente chez ces épargnants, conscients qu'à leur échelle, ils disposent d'un moyen de faire fructifier leur épargne en soutenant une activité, certes rentable, mais aussi durable. Les études démontrent très clairement d'ailleurs qu'en 2020, les indices ESG et les fonds à impact, peu importe la crise, les indices ESG et les fonds à impact, notamment dans la finance solidaire, ont été particulièrement résilients et attractifs. Vous l'avez saisi, la demande d'une finance plus responsable est présente et elle va de pair avec une demande assez légitime de transformation et d'évolution de nos entreprises. Nous souhaitons, avec Bruno Le Maire, poursuivre le mouvement, l'amplifier. Je ne peux pas m'exprimer devant vous aujourd'hui
Sans mentionner que c'est un jour important pour le secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Cyrielle Ariel le sait, ça doit faire 10 mois que je lui en parle quand j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec elle. Ça fait 10 mois que je travaille sur la sortie d'une plateforme qui est lancée aujourd'hui et qui s'appelle assez basiquement, vous me l'accorderez, impact.gouv.fr, mais qui est véritablement une sorte de hub de l'impact pour les entreprises françaises. C'est un outil, cette plateforme, un outil que nous avons créé avec les entreprises pendant 9 mois, en concertant, en échangeant. C'est un outil qui doit permettre à toutes les entreprises, de la TPE, la plus petite que j'ai sur la plateforme fait à 4 salariés, aux grands groupes du CAC 40, de publier en ligne des indicateurs de leur performance environnementale, sociale et de gouvernance autour d'une batterie d'indicateurs que nous avons travaillé ensemble avec les entreprises et les syndicats et les collectifs d'entreprises. Ces 47 indicateurs, ils ne sont pas issus de mon petit cerveau ou de mon imagination. Ces 47 indicateurs, une quinzaine au plan environnemental, une vingtaine au plan social et autour d'une dizaine au plan de la gouvernance, ils ont vocation à évoluer. Ces indicateurs sont des indicateurs qui sont totalement en articulation avec la taxonomie européenne qui a été dévoilée il y a quelques mois et qui préfigurent de ce qui va devenir obligatoire pour les entreprises européenne de plus de 250 salariés dans les années qui viennent. Là encore, ce n'est pas le souhait d'une secrétaire d'État qui décide ça toute seule à Bercy. C'est une démarche européenne. La directive porte le doux nom, là aussi, le doux acronyme de CSRD, Corporate Sustainable Responsibility Directive, CSRD. Le texte de CSRD a été publié le 21 avril dernier par Valdis Dombrovskis à l'Europe. Et l'Europe travaille actuellement, et dans les mois qui viennent, et aussi, voire surtout pendant la présidence française de l'Union européenne, à la définition d'un standard européen qui incarne le modèle économique, écologique et social de l'Europe. Le monde entier travaille. Et les acteurs le savent. Aux États-Unis, on y travaille. En Chine, on travaille. Il est fort légitime que l'Europe y travaille et qu'on bâtisse les indicateurs qui portent, qui incarnent notre modèle économique, social et écologique européen. Le cas échéant, je ne serai pas longue, mais ça interpellera quelques souvenirs, pas forcément des plus agréables pour certains. L'histoire se répète et nous vivrons avec la norme extra-financière, ce que nous avons vécu avec la norme financière dans les années 2000, avec la norme IFRS que nous avions déléguée aux Américains et qu'aujourd'hui, nous nous appliquons plus à nous, Européens, qu'elle n'est développée aux États-Unis. C'est un peu cette erreur-là que j'essaye d'éviter. C'est un peu le sens de toute ma démarche ici au secrétariat d'État. Avec cette plateforme, c'est faire en sorte que, autour de 47 indicateurs, qui sont des indicateurs assez connus et qui seront, avec certitude, dans CSRD. Donc c'est pas un exercice inutile, redondant, c'est un entraînement réel, utile pour les entreprises. Comme le bilan, évidemment, des émissions de gaz à effet de serre ou le traitement et le recyclage des déchets sur le volet environnemental, mais c'est aussi l'intégration au plan social de l'index Pénicaud sur l'égalité professionnelle, l'intégration de la qualité de vie au travail aussi, des taux d'accident du travail, mais aussi des sujets majeurs pour la cohésion sociale dans l'entreprise, sujets qui vous importent et qui m'importent, les écarts de rémunération, le ratio d'équité que nous avons voté dans la loi Pacte, ou encore les existences d'accords de participation d'intéressement, de partage de la valeur dans les entreprises. Toutes les données sur impact.gouv.fr sont en open data, elles sont brutes. L'objectif, c'est qu'elles soient réutilisées, qu'elles soient utilisées par le grand public, mais aussi, voire surtout, les médias, les chercheurs, les ONG, pour pouvoir ensuite avoir une image de l'empreinte environnementale et sociale des entreprises. Alors, en un mot, en ces 10e dialogues de l'inclusion et de la RSE aujourd'hui, je voulais vous dire que moi, j'ai fait de la RSE bien avant de rejoindre le gouvernement. Et à l'époque, j'étais plus jeune. Et j'avais un double titre. J'étais directrice de la communication et de la RSE. On était souvent à l'étage communication, voire marketing. Je crois que la RSE, elle a pris l'ascenseur. La RSE, dans l'ascenseur, elle a évolué. Elle s'appelle plutôt maintenant Impact ESG. Elle va s'appeler extra-financier. Et elle rejoint aujourd'hui les étages des directions. Elle rejoint la direction financière. Elle rejoint aujourd'hui les directions stratégiques des entreprises. J'en parlais encore ce matin, la RSE a été longtemps, et on le voit encore dans les déclarations de performance extra-financière, où les entreprises définissent les indicateurs auxquels elles veulent répondre.
C'était un peu en fonction des envies de chacun et c'était un élément important des rapports annuels d'expression des entreprises. Je parle ici d'un sujet qui ne sera plus un sujet de communication, mais qui sera dans les années qui viennent, je le crois dur comme fer, un sujet au cœur de la compétitivité de nos entreprises. Les entreprises françaises et européennes, encore une fois, qui ne le comprennent pas et qui pensent que c'est juste une petite lubie, se trompent et je crains qu'elles ne le découvrent à leurs dépens. C'est tout l'objet d'Impact.fr, venir s'entraîner, partager des savoir-faire, partager des ressources, pouvoir permettre aux boîtes de s'améliorer dans leurs pratiques, mais aussi leur faire savoir au plus grand nombre ce qu'elles font déjà. Avec ces indicateurs, on va permettre de démontrer l'engagement social, écologique de l'entreprise et si comme je l'espère, c'est mieux. Le succès est là, au rendez-vous. On l'a lancé ce matin, donc je ne peux pas encore le garantir. Vous dire que j'aurai plaisir dans les prochains mois à développer cette plateforme Impact pour qu'elle soit au service des entreprises et qu'elle dispose d'outils pour les accompagner. La révolution de l'impact, elle ne se décrète pas. Elle se fait ensemble, avec les entreprises et non pas contre. Et je crois plus à la confiance qu'à la coercition, c'est ma nature. C'est l'objet de cette plateforme. En confiance, engager les entreprises à publier les coulisses, à publier ce qui est au cœur de leur valeur ajoutée, de leur compétitivité de demain, leur empreinte environnementale, sociale et de gouvernance. Et je crois que vous, acteurs réels de la RSE et de l'inclusion, j'aurai à cœur d'entendre ce que vous allez en dire. Et j'espère que ce sera un outil utile et efficace au service de l'inclusion et au service de toutes les thématiques qui vous sont chères. Je vous remercie infiniment de votre présence et comptez sur moi pour l'inclusion, pour la RSE et, si vous ne l'avez pas compris, je le répète, pour l'impact. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Alors, finances responsables, épargne solidaire, la crise sanitaire actuelle est-elle un tournant? Voilà le titre de la table ronde qui va nous occuper dans l'heure qui suit. Je l'ai découpé en 4 parties qui ne seront pas exactement d'une même épaisseur. On va justement essayer l'exercice un peu compliqué, visiblement, de la définition. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui ça peut se définir? Les travaux sont en cours, on l'a bien compris. On va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Faire un petit point d'étape. Où en sommes-nous concrètement? On a plein d'acteurs autour de cette table qui vont pouvoir nous dire ce qui existe aujourd'hui, ce qu'ils font dans leurs établissements, ce qui est vraiment opérationnel. Et puis, les 2 parties les plus complexes, mais probablement les plus essentielles, tous ces éléments ISR, RSE, ESG n'ont de valeur que s'ils sont vrais, que s'ils sont mesurables, que s'ils sont auditables, que s'ils sont vérifiables. Alors on sait très bien, auditer et valider des éléments financiers, c'est beaucoup plus compliqué d'auditer et de valider des éléments extra-financiers et c'est un véritable enjeu, et notamment avec derrière l'enjeu de souveraineté qui a été évoqué par Madame la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et enfin une question un peu plus vaste, mais est-ce que cette finance responsable que l'on va tenter de définir, est-ce qu'elle va changer le monde? Est-ce qu'elle va changer le capitalisme? Est-ce qu'elle va participer à écrire ce monde de demain, sans forcément prendre des grands mots un peu excessifs, que cette crise sanitaire que nous traversons nous amène à imaginer ou en tout cas à envisager? Pour débattre avec nous, Hélène Bernicot, bonjour. Vous êtes directrice générale de Crédit Mutuel Arkea, donc on va faire un petit tour de table pour essayer de trouver des éléments de définition. Et une définition, quand vous ouvrez un dictionnaire, ça fait pas beaucoup de lignes, hein, donc ce sera très bref. Maître Anne Lapierre, bonjour, merci d'être là, responsable du pôle énergie au cabinet Norton Rose Fulbright, cabinet d'avocats d'affaires internationales. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Guillaume Bory, bonjour Guillaume. Il est où? Il est là. Mince, pardon. Bonjour Guillaume, directeur général délégué d'AXA France. Sébastien Proto, directeur général adjoint de la Société Générale. Et Philippe Zawati. Bonjour Philippe, directeur général de Mirova. C'est une société de gestion dont la plupart des fonds, voire tous les fonds, sont labellisés ISR. Mirova finance donc des entreprises qui apportent des solutions de développement durable et qui permettent une performance financière avec aujourd'hui 22 milliards d'euros sous gestion. Mais comme je suis journaliste, je vais démarrer par une actualité. Alors il y a l'actualité du lancement de la plateforme Impact, où les entreprises peuvent effectivement, si elles le souhaitent, renseigner 47 critères ESG. Mais Maître Anne Lapierre, à mes côtés, est aussi experte marché au comité stratégique de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. Et il y a quelques heures seulement, une actualité a levé son embargo. Et je voudrais que vous me racontiez, car c'est une bonne nouvelle.
Tout à fait, je vous remercie de me donner l'opportunité de partager cette bonne nouvelle avec vous, puisqu'effectivement la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard a fait ces dernières années un énorme travail de labellisation de solutions innovantes. Et ce matin, il a été partagé avec le marché le fait que d'ici la fin de l'année, les demandes ont été faites à l'AMF, 2 fonds d'investissement, l'un géré par BNP Paribas et l'autre par Air Liquide et la Banque Rothschild, aller voir le jour, 150 millions et 200 millions respectivement, aux fins de financer ces solutions innovantes. Donc aujourd'hui, dans le cadre d'un débat sur la finance responsable, je ne pouvais pas manquer de vous partager cette excellente nouvelle et peut-être de lancer le débat justement sur la question de la définition et des critères, puisque là, en l'occurrence, l'objectif de ces fonds va être de financer des solutions extrêmement innovantes, donc sans track record, sans rapport préalable, etc. Et donc la question, ça va être comment on flèche les investissements vers ce type de financement, alors même que l'innovation est fondamentale. Je rappelle que la moitié des acteurs mondiaux se sont engagés à peu près à avoir un net zéro en 2050 et donc à compenser ou à réduire leurs émissions carbone, et qu'il est reconnu par ces mêmes acteurs qu'environ 50% de la solution, des solutions qu'ils devraient mettre en œuvre ne sont pas connues aujourd'hui et sont dans le pipeline de l'innovation. Donc la question de la définition et du financement se pose pleinement. Visiblement, vous croyez plus à l'investissement qu'à la décroissance, j'ai l'impression. Ah, je ne pense pas que la décroissance soit une solution. Allez, je commence avec vous, Philippe Zawati. Une définition de la finance responsable ou la finance à impact. C'est pas que le vert, hein, que le verdissement. C'est plus large que ça. ESG, c'est le E d'écologie, le S de social, le G de gouvernance. Est-ce qu'une définition existe ? Comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ça à des gens qui ont entendu ces termes mais qui ne comprennent pas tellement ce qu'il y a derrière ? Et en très peu de mots, parce qu'une définition, c'est jamais très long. Vous êtes le premier, je suis désolé, fallait bien commencer. C'est compliqué, hein. C'est déjà compliqué. Non, moi, ça fait... Nous, on essaie de faire l'investissement responsable. Je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps à parler de définition, très honnêtement. Ce que je l'avais dit à Olivier. Notre ministre a passé à peu près 5 minutes à nous parler de définition. Oui, je sais, mais je lui ai dit ce que j'en pensais, elle le sait. Et je pense qu'elle a dit qu'elle était d'accord qu'il fallait aller vite dans les définitions et passer à l'action très vite. Moi, je crois passez le micro à votre voisin dans ces cas-là. Non, mais c'est retrouver la base de ce que c'est que l'investissement, c'est-à-dire investir dans des projets qu'on a envie de voir naître. Voilà, c'est ça l'investissement. Qu'on a envie de voir naître. Oui, qu'on a envie. Personne n'a envie d'un monde moins bon plus tard. Personne n'a envie d'un monde moins bon. Tout le monde a envie d'un monde meilleur. Eh bien, si l'investissement consiste à choisir des projets, faire confiance en des hommes, des projets, des entreprises qu'on a envie de voir naître demain, alors je pense qu'on est dans l'investissement responsable. D'accord. Allez, je me tourne vers Hélène Bernicot. Même question, une tentative de définition. Est-ce que déjà, l'investissement responsable suppose d'investir dans des entreprises qui offrent une solution ou qui offrent des bonnes intentions ? Puisque ça suppose de bannir à jamais, par exemple, les énergies fossiles. Enfin, voilà, je vous laisse me donner les éléments que vous avez en tête. Alors, peut-être, effectivement, me lancer en quelques mots, comme vous dites. Je pense que c'est une vision de la finance qui repose à la fois sur une exigence économique et sur la prise en compte d'enjeux plus larges et plus long terme que sont les impacts de la finance sur l'environnement, la société. Peut-être 3 volets, avec effectivement un volet sur comment j'intègre les risques du climat, les risques de la société dans mes investissements, comment je réoriente les flux financiers vers des activités qui sont plus compatibles avec un monde plus durable, et puis également un enjeu fort de transparence, c'est-à-dire comment j'explique, comment je dis réellement ce qui est fait. Donc 3 enjeux qui sont... Mais sans perdre de vue la notion de profit et de rentabilité. Si bien évidemment, avec un cercle vertueux. Enfin, je pense que la ministre l'a bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'on est tous convaincus que les entreprises qui n'intégreront pas ces enjeux long terme environnementaux et sociétaux n'auront pas non plus de performance économique. Ça, c'est passionnant et ça nous amènera à savoir si le greenwashing est vraiment terminé. Je demanderai quand même à Philippe et Hélène, quand vous vous exprimez, de rester un petit peu plus tournés vers la caméra, parce que ceux qui nous regardent uniquement ne vous voient qu'en profil, que de profil. La même question pour Guillaume Bory. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? Si vous me dites tout est dit, je ne sais pas. Je crois que beaucoup a déjà été dit et je rejoins vraiment ce que ma collègue définissait à l'instant. C'est comment, très concrètement, dans l'ensemble de nos produits et de nos solutions,
et pour l'activité d'un assureur à la fois dans l'activité d'assurance et dans l'activité d'investisseur, nous faisons en sorte d'encourager des comportements aussi vertueux que possible en matière environnementale, en matière sociale et en matière de pratique de gouvernance. Et donc, dans cette perspective, comment nous orientons correctement les flux financiers, comme ça vient d'être dit, dans la direction d'un monde plus durable. Je commencerai avec vous la partie suivante, sur où en sommes-nous, vous allez me dire ce que vous faites. Si je ne m'abuse, la loi Pacte en 2022 vous impose d'avoir au minimum un produit unité de compte ESG dans l'assurance vie. C'est ça, hein? Oui, absolument. On en a beaucoup plus qu'un, heureusement, mais ça fait partie effectivement des obligations. Bon, Sébastien Proto, vous fermez la marche. Enfin, je fermerai la marche avec Maître Anne Lapierre sur la définition de la finance responsable ou à impact. Oui, non, mais je rejoins tout ce qui a été très bien dit. Hein. Pour moi, la finance à impact, c'est une finance qui tient compte tout autant de critères financiers que de critères extra-financiers. C'est vraiment la combinaison des deux. C'est pas l'un sans l'autre dans les deux cas. Vous êtes deux à le préciser, c'est essentiel. Et cette notion d'éléments extra-financiers, elle est large, comme vous l'avez dit. Il y a 3 lettres dans ESG, les 3 comptent. On est d'accord, Maître Anne Lapierre, il n'y a pas de définition aujourd'hui. Exactement. En fait, juridiquement, il n'y a pas de définition. Il en faut une ? Absolument, puisqu'en fait, il faut pouvoir comparer des pommes et des pommes et des poires et des poires. Où en sommes-nous? Deuxième partie de notre table ronde, je me tourne vers vous, donc Guillaume Bory. AXA, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est opérationnel? Qu'est-ce qui est déjà dans les tuyaux? Alors, on pourrait y passer tout l'après-midi, donc je vais essayer d'être aussi synthétique que possible, mais encore une fois, il faut marcher sur nos 2 jambes. Donc, en matière d'assurance, ce qui existe, c'est que nous faisons en sorte que nos offres soient des offres que nous appelons d'assurance citoyenne, c'est un label qu'on partage avec les acteurs de la place, et donc que dans le produit d'assurance, il y ait par défaut un certain nombre de choses qui encouragent l'évolution vers ces comportements vertueux. Je vais donner 2 exemples très concrets. C'est ce qu'il y a de mieux, donnez des exemples. Premier exemple, lorsque nous assurons les entreprises au quotidien partout en France, nous assurons qu'il y a des plans de prévention sur les risques naturels précis, et ça fait partie des conditions de souscription du contrat d'assurance. Et donc ça, c'est la préparation aussi au fait que les catastrophes naturelles ont considérablement augmenté depuis 20 ans, vont inéluctablement continuer d'augmenter. Comment nous encourageons chacun des acteurs à mieux s'y préparer? Parce que ça fait partie des conditions de résilience de notre modèle économique. Deuxième exemple, pour les offres d'assurance des clients particuliers, lorsque malheureusement vous êtes victime d'un dégât des eaux massifs, d'un incendie dans votre habitation, dans nos contrats, nous prévoyons que si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour une remise en état selon un certain nombre de règles de l'art en matière environnementale, donc des matériaux plus durables, moins de solvants, on peut penser à plein de choses. Le fait est qu'aujourd'hui, sur le marché, ça coûte plus cher de faire les travaux dans cette perspective. Et donc, nous prévoyons de prendre en charge ce surcoût au bénéfice de nos clients dans nos contrats pour être sûr qu'au fur et à mesure, on améliore notamment l'efficacité énergétique des habitations individuelles. Le client est sensible à ce type d'argument? Parce que généralement, le consommateur client achète un prix. Alors, exactement. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie de plus en plus de la discussion que nous avons avec le client. Et j'en viens donc à la deuxième jambe, la jambe d'investisseurs, notamment dans notre activité d'épargne. Nos clients nous font confiance en nous confiant leur épargne sur leur assurance vie. On a vu il y a 4-5 ans, ça faisait pas partie de la discussion quand le client nous sollicitait pour investir un certain montant. Ça ne faisait pas partie de la discussion, la question ISR, la question ESG. Aujourd'hui, ça fait de plus en plus partie de la discussion à la demande du client. À la demande du client. À la demande du client. Et donc, comment nous labellisons correctement nos unités de compte, comme vous l'avez dit, travail qu'on avait déjà commencé depuis une dizaine d'années et qu'on a considérablement accéléré depuis 2 ans, de telle sorte que progressivement, nous n'ayons plus que des fonds labellisés ISR à la disposition des clients. Et je crois qu'il y a maintenant un cercle vertueux, comme ça a été dit, parce que c'est complètement lié aux attentes et aux besoins des clients. Ce que vous me décrivez là, ça représente une part importante de votre activité ou c'est encore embryonnaire? Non, c'est pas du tout embryonnaire. Sur une année de collecte en assurance vie, donc qui va représenter pour nous entre 6 et 7 milliards d'euros chaque année, on peut dire qu'aujourd'hui, on a plus d'un quart de cette collecte qui est directement sur des fonds ISR. D'accord.
Hélène Bernicot chez Crédit Mutuel Arkea, votre positionnement, votre prise de conscience, la réaction des clients. Alors peut-être pour prendre un tout petit peu... Vous n'hésitez pas à prendre la parole si vous le sentez, les autres. Hein, peut-être pour prendre un tout petit peu de champ et dire si on assiste aujourd'hui à une petite révolution quand même dans la finance. Donc Crédit Mutuel Arkea, on est présent sur l'ensemble des métiers de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs, 10 000 collaborateurs, 170 milliards de total bilan. Et on a décidé l'année dernière d'introduire en fait une raison d'être présentée à l'Assemblée générale, c'est-à-dire que devant nos administrateurs, on ne vient plus uniquement chaque année rendre compte sur nos résultats financiers, on vient rendre compte sur nos résultats extra-financiers. Et ça, je pense que c'est un enjeu évidemment majeur, et ça veut dire que l'ensemble des décisions partout dans l'entreprise va être prise en changeant complètement nos modèles et en intégrant ces enjeux extra-financiers. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un plan stratégique qui demande à l'ensemble des entités d'orienter, de systématiquement intégrer donc les enjeux ESG dans les prises de décision et en plus d'orienter les flux vers plus d'impact. Très concrètement, ça veut dire des offres de produits innovants à impact dans tous les secteurs. Alors peut-être pour changer, puisqu'on a aussi une compagnie d'assurance, donc peut-être pour changer un peu d'exemple, on a une banque d'entreprises institutionnelles qui propose des crédits, on appelle ça des prêts pactes, à des entreprises dont le taux va se bonifier au fur et à mesure que la note ESG dans l'entreprise, donc notée par un cabinet indépendant, va s'améliorer. Donc là, très concrètement, c'est une entreprise qui a un projet qui va améliorer, alors il y a différentes configurations, mais qui va améliorer sa note ESG. Très concrètement, il va bénéficier d'un taux amélioré. S'il est très bon, il peut tomber à un taux zéro ? Et pas un taux zéro, mais un taux parfois qui peut d'être réduit de 20%. Donc c'est effectivement un produit qui est extrêmement demandé. C'est un produit qu'on propose aux ETI et aux PME et qui, pour le coup, parle très concrètement à nos clients. Et il y a des clients, justement, il y a des entreprises qui sont preneuses. Ah ben bien sûr, oui. C'est un produit qui a été, évidemment, c'est un produit qui a été lancé fin d'année dernière et qui, effectivement, a beaucoup de... Et si les promesses ESG ne sont pas tenues, le taux se dégrade? Il part dans l'autre sens? Alors, exactement. Donc, en fait, c'est bonus-malus? La note ESG, mais pour le coup, c'est des entreprises que l'on accompagne aussi. Et en général, la note ESG a plutôt tendance à s'améliorer. Peut-être un autre exemple, je pense, qui est assez révélateur, c'est on a des fonds de capital investissement, avec d'un côté un fonds de capital investissement et de l'autre côté un fonds philanthropique. Tous les souscripteurs de ce fonds de capital investissement vont verser dans ce fonds philanthropique qui, par ailleurs, va venir subventionner en fait des projets qui vont créer des emplois sur les territoires, qui vont proposer des solutions sur les territoires. Et donc, ça va être des subventions, ça va être des prêts d'honneur à taux zéro et qui vont permettre partout sur les territoires, finalement, de créer de l'emploi, encore une fois, et de proposer des solutions très concrètes. C'est étonnant ce que vous racontez, parce que la loi Pacte est toute récente. Donc vous avez adopté une raison d'être? On a adopté une raison d'être lors de l'Assemblée générale de l'année précédente. Et on a l'impression que du jour où vous appuyez sur le bouton, tout fonctionne. On crée des produits, donc en fait tout fonctionne. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles... Il y a une culture d'entreprise quand même, qui a besoin de s'adapter. Tout à fait, mais donc il faut bien démarrer. Donc je ne vous dis pas que l'ensemble de nos produits sont ceux que je vous présente là, mais on a effectivement des produits innovants qui sont proposés aux clients et des clients qui sont extrêmement appétents. Là où je rejoins complètement ce qu'il vient de dire, c'est que le client maintenant, il commence à s'intéresser au discours du qualitatif, au discours de la raison d'être, et d'ailleurs il vient chercher nos produits parce qu'on a introduit cette raison d'être. Le client, il va aller plus vite que la réglementation à ce rythme-là, parce que ce dont parlait Madame la Ministre sur la réglementation européenne, ce sera opérationnel et imposé aux entreprises en 2024-2025. Il aura mûri, le client, déjà. Probablement, mais je pense qu'il y a une appétence de toute façon forte, de plus en plus forte de la société, d'aller vers effectivement un impact plus important. Je pense qu'un des éléments majeurs, c'est qu'avec cette finance durable, cette finance à impact, on voit que la finance est une solution, quelque part d'un monde meilleur. Je pense que là, je rejoins vraiment tout à fait ce qui a été dit aussi tout à l'heure. C'est la finance qui a un effet de levier énorme, en fait, sur l'ensemble des parties prenantes et qui va permettre de construire un monde plus durable, j'allais dire, tout simplement. On a tous envie de vous croire, hein. Mais la partie 3, c'est l'épreuve d'amour quand même. Justement, Philippe Zawati, vous investissez là où vous avez envie. Est-ce qu'il y a... Alors, tous vos fonds sont labellisés ISR, c'est bien ça? Oui. On a créé la société pour ça, en fait. Elle a été créée elle a été créée pour ça. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Quelles sont les choses qui vous font envie? On investit dans... beaucoup de choses. Il y a énormément dans tous les secteurs, on trouve des opportunités d'investissement aujourd'hui. Donc vous entrez au capital?
il y a diverses choses. On entre au capital, on investit dans des entreprises directement en entrant au capital, que ce soit d'ailleurs entreprises cotées ou non cotées. On investit dans des projets directement, énergie renouvelable, mobilité propre, capital naturel, agroécologie, conservation, forêt, océan. Voilà, donc ça c'est directement dans des projets. On investit dans l'économie sociale et solidaire aussi, à travers des fonds spécialisés dans l'économie sociale et solidaire. Et puis on est aussi financeur à travers des obligations vertes, où là on est directement prêteur auprès des entreprises et pas actionnaire. Donc en fait, il faut utiliser tous les outils, toute l'innovation financière. Il y a l'innovation financière, ça on en a, hein, il n'y a pas de débat là-dessus, il y a une innovation très très forte, beaucoup d'imagination dans la finance. Il faut simplement la diriger, la mettre à disposition de ces produits-là. Mais peut-être, je peux me permettre, moi je ne pense pas que les gens achètent un prix. Je crois pas. Je pense que les gens achètent de plus en plus un statut. Ils achètent des choses qui leur font plaisir. Je crois qu'il faut justement dépasser cette idée de l'homo economicus qui ne fait qu'acheter un prix. Je ne crois pas. Je pense que, d'ailleurs, à tous les niveaux, s'il n'y aurait pas autant de gens qui achèteraient des SUV s'ils achetaient un prix, ça coûte beaucoup plus cher un SUV qu'une berline. Et ils achètent un SUV quand même. Alors là, c'est pas dans le bon sens. Mais pourquoi? Parce qu'ils cherchent un statut à ça. Et ben, je crois qu'on peut faire la même chose au niveau de l'épargne. C'est pareil. Investir dans un fonds d'investissement responsable, c'est mieux. Ça donne un statut à celui qui investit. Ça lui donne un sens. Donner du sens à son épargne, d'accord. Absolument. Okay. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se vérifier. Les gens, de plus en plus de gens viennent simplement nous demander ça. Et donc c'est bon, c'est raconter des histoires, hein, c'est trouver un narratif. Mais il vous demande quand même une perspective de rendement. Il vous demande quand même des choses traditionnelles d'un épargnant cohérent. Bien sûr, mais je crois que l'idée consistant à penser que tous les épargnants veulent maximiser et avoir 2 chiffres à leur rendement, etc. C'est juste quelque chose qui est marginal en réalité par rapport à la totalité des épargnants. Enfin, il y a peut-être ceux qui ont, je ne sais pas, certains d'entre eux, mais globalement, beaucoup cherchent aussi à trouver un sens. De la même façon, vous savez, on le dit bien, des gens qui ont beaucoup d'argent. Quand vous avez messieurs Arnaud et Pinault qui font des grandes collections, ils cherchent bien un sens à leur argent. Et donc, on n'est pas étonné que des gens qui ont beaucoup d'argent cherchent un sens à leur argent. Eh bien, c'est vrai aussi, même quand on a beaucoup moins d'argent, on peut aussi trouver un sens, pas forcément en étant Arnaud ou Pinault. Bon, vos 22 milliards d'encours sont tous ISR? Oui, bien sûr, oui. Non, mais si vous dites bien sûr oui, ça crève pas forcément les yeux, ça va mieux en le disant. Hein. Non, mais ils sont. Enfin, encore une fois, c'était l'idée de démarrage, c'était de démontrer ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, en quelque sorte, cette combinaison entre la performance économique. Je ne parle pas de performance financière en stricto sensu, parce que la performance financière, ça va, ça vient, j'allais dire. Évidemment qu'on la recherche sur le long terme, mais bon, il y a aussi des volatilités, des exubérances de marché, quelquefois, qui font que la mesure à l'instant T, la performance financière, on pourrait peut-être y revenir. Mais en tout cas, la performance économique, ça c'est sûr. On recherche une combinaison entre la performance économique, environnementale et sociale. Ça, c'est une certitude. Ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez connu des échecs, des choix d'investissement que vous considériez comme ISR, et avec un peu plus d'expertise et un peu plus de temps, finalement, ce n'était pas le cas? Ah, mais il y a eu des moments, par exemple, il y a eu un moment donné où l'investissement dans le solaire n'était pas un bon investissement financier. D'accord. Il y a eu un moment donné où, effectivement, il y a eu une espèce de bulle, c'était il y a une petite dizaine d'années, où là, clairement, il valait mieux ne pas être investi parce qu'il y avait trop d'argent qui allait dans un secteur qui n'était pas assez en croissance, parce qu'il était trop au démarrage de sa courbe de croissance. Donc, évidemment qu'il faut choisir le bon moment pour investir sur ces technologies. Et ça signifie boycotter systématiquement les énergies fossiles, par exemple? Boycotter les énergies fossiles. Si on parle fossiles, d'investissement, comme disait. Mais vous avez, là, en l'occurrence, l'agence internationale de l'énergie a rendu son rapport pour expliquer. Elle a fait volte-face pendant 30 ans. Ce qu'il faut faire. Elle disait trouvez-nous plus de pétrole, et maintenant elle nous dit oubliez-le. Elle nous dit on en a assez, donc vous pouvez continuer à extraire ce que vous avez trouvé, mais inutile d'en chercher d'autres. Elle nous dit dès cette année, il y en aura assez. Elle nous dit dès cette année, vous arrêtez d'aller chercher du gaz, vous arrêtez d'aller chercher du pétrole. Vous arrêtez d'aller en chercher parce que. Vous vous rendez compte? C'est révolutionnaire de la part de cette agence. C'est révolutionnaire, oui, mais c'est ce que nous disons depuis assez longtemps. Donc on est content qu'effectivement l'AIE vienne sur ces thèses-là. Je vous laisse ajouter ce que vous voulez, c'est Sébastien Proto, par rapport à cette question. Où en sommes-nous? Alors moi j'avais une question qui me venait parce qu'on dit toujours ESG, mais enfin ce sont 3 choses très différentes. Il y a forcément des lettres qui sont plus simples à respecter et d'autres plus compliquées à incarner. Mais enfin bon, je vous laisse me donner les éléments de complément d'information par rapport à ce qui a déjà été dit. Non, mais vous avez raison, il y a 3 lettres. Je pense, il y a un point d'abord important à mes yeux, c'est de voir la place que prennent les banques, de manière générale,
sur un ensemble de sujets. Je vous donne quelques exemples. On parle d'inclusion aujourd'hui. Une banque comme Société Générale finance 85 conseils généraux en France. Un conseil général, il fait quoi? Il fait des politiques en matière de dépendance, d'aide à l'enfance, de handicap, bref, une somme d'actions dans lesquelles indirectement on retrouve des enjeux d'inclusion. Vous financez 85 conseils généraux? Oui, on est acteur on finance des associations. On a par exemple, je parle pour Société Générale parce que c'est évidemment des chiffres que je connais mieux, mais pour Crédit Mutuel Arca, c'est exactement la même chose. On a 20% de part de marché sur des associations dites employeuses, c'est-à-dire pour beaucoup dans le secteur médico-social. Une banque, ça fait ça. Ça a un rôle direct ou indirect sur des politiques fondamentales. Une banque, comme Société Générale, ça fait de la location de longue durée de véhicules. On a une filiale qui fait que ça, ALD, qui est le numéro 2 mondial. Notre objectif, réduire de 40% les émissions de gaz carbonique du parc de véhicules. Et dans le même temps, encourager les consommateurs à passer d'un mode où on possède la voiture à un mode de consommation où on la loue. On finance le Grand Paris. On y consacre 3 milliards d'euros d'ici 2024. Quand on finance le Grand Paris, on aide à la fois la Société du Grand Paris à faire des émissions obligataires vertes sur une durée de 50 ans, c'est extrêmement long. Et dans le même temps, on a une filiale de promotion immobilière qui va construire quelque chose qui vous intéresse peut-être, Nicolas, qui est le village média pour les Jeux Olympiques. Mais derrière le village média des Jeux Olympiques, il y aura derrière une ville, un projet urbain qui est totalement éco-responsable. Tout ça à la norme. Cette filiale de promotion immobilière, c'est de l'activité bancaire. Cette filiale de promotion immobilière, elle a pris des engagements très clairs de réduction de 40% d'ici 2030 par mètre carré habitable des émissions de gaz carbonique. Elle travaille avec des éléments de construction très respectueux d'enjeux de biodiversité ou de normes environnementales. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Vous avez une foule de ramifications dans l'activité bancaire, du financement à de l'activité telle que je viens de vous la mentionner. L'enjeu pour les banques, c'est que chacune de ces activités se convertisse et intègre dans sa stratégie des enjeux ESG sous ces 3 composantes. J'ai bien dit sous ces 3 composantes. Et c'est cette révolution qui est à l'œuvre dans l'industrie bancaire. Au fond, elle a commencé il y a quelques années, mais il y a une véritable accélération. Et dans cette accélération, il y a des engagements supplémentaires qui sont pris, qui se renforcent. Et je voudrais être clair aussi là-dessus, pour un groupe comme le nôtre, et encore une fois, je pense que c'est la même chose pour toutes les banques françaises. D'abord, ce n'est pas considéré comme des impératifs qu'on nous impose ou des contraintes qui nous tombent dessus. C'est un travail de conviction, c'est aussi une ambition pour les banques françaises, pour la place de Paris, d'être moteur dans cette transition. On retrouve des enjeux également de souveraineté que vous indiquiez tout à l'heure. Deuxièmement, c'est un sujet de fierté également pour nos collaboratrices et nos collaborateurs en interne, parce que ça change aussi la manière d'être banquier, ce travail de banquier. Et donc c'est beaucoup plus puissant qu'une vision qui consisterait à dire il faut imposer aux banques une évolution pour pouvoir respecter des objectifs de transition. On ne voit pas les choses comme cela, et c'est la raison pour laquelle on prend des engagements souvent en avance par rapport à des concurrents, en Europe ou dans le monde, et souvent en avance par rapport à l'évolution des cadres normatifs. C'est ce qui s'est passé sur le charbon, c'est ce qui se passe sur le pétrole ou sur le gaz, en tous les cas en ce qui concerne la Société Générale. Voilà, mais ce qui me semble important, c'est de bien comprendre la diversité des métiers et l'enjeu fondamental que chacun de nos métiers s'adapte à ces enjeux ESG. Quand je vous écoute, Sébastien Proto, j'entends en filigrane comme si vous envoyiez un message au régulateur. Le régulateur, arrêtez-vous, ne faites rien, laissez-nous faire, nous savons faire, la société est prête, elle mûrit plus vite que vous ne le croyez. Si vous arrivez avec votre arsenal de normes, vous risquez de tout casser. Non. Je me trompe Non, alors oui. D'accord. Non, on est dans un univers où ce n'est pas l'action d'un seul acteur qui permettra de réussir. C'est vraiment des interactions. Et le Net Zero Banking Alliance, il prouve bien ça. C'est une coalition qui s'engage pour la neutralité carbone horizon 2050. Ça vaut pour les banques entre elles,
ça vaut pour les banques avec les autres parties prenantes. Et il y a nécessairement une action concertée avec des régulateurs, des entreprises, nos clients, de plus en plus, je suis d'accord avec Philippe, de plus en plus sensibles à ces enjeux-là, mais c'est une action nécessairement concertée dans laquelle, forcément, il y a une part de normes, de règles, y compris, on va en parler, pour mesurer ce qui est fait. Maître Anne Lapierre, vous voulez rajouter quelque chose ou je passe à la partie suivante? J'aurais peut-être juste souhaité rajouter qu'effectivement, je pense que la création d'une définition et de normes communes est indispensable. Autour de la table, nous n'avons que des acteurs de grande qualité qui réfléchissent à ces questions depuis très longtemps. Et je pense que chacun a sa propre méthode. Donc à partir du moment où ce point n'est pas réglé, il y a une vraie problématique d'information de l'investisseur et de comparaison. Et puis, je voulais également indiquer que comme nous sommes dans un monde globalisé, ce que nous fait vraiment toucher du doigt la pandémie, l'investissement, c'est partout dans le monde et on a besoin de normes globales. La France est plutôt en avance, mais je voulais redire ce qu'a abordé Madame la secrétaire d'État et ce matin Jean-Dominique Sénard. Aujourd'hui, 95% des agences de notation sont anglaises ou américaines. Je pense que c'est une vraie problématique pour défendre notre culture européenne, nos valeurs, que de s'assurer qu'aujourd'hui, nos réglementations s'appliquent à nos marchés et qu'on ne se laisse pas envahir par d'autres valeurs parce que le citoyen européen, il a besoin d'investir dans des produits qu'il comprend et qui correspondent à sa valeur. Donc je pense que oui, il faut une norme et oui, il faut une norme qui soit tirée par l'Europe. Si je vous comprends bien, vous dites... L'idée, c'est évitons que les Américains nous fassent avec l'ISR ce qu'ils ont fait avec l'IFRS. Absolument. Voilà. Bon, on va en dire un mot dans un instant. C'est la troisième partie de cette table ronde. Allez-y, absolument, Hélène Bernico. Effectivement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit tout à l'heure, je pense que là où il y a un enjeu absolument essentiel aussi pour les banques, c'est qu'on voit que cette petite révolution qui est en marche et qui s'est extrêmement accélérée ces dernières années, c'est une manière, effectivement, de redonner tout son sens au métier du banquier, du financeur de manière générale. C'est-à-dire qu'on est là pour financer un monde meilleur, et là je rejoins complètement ce qui a été dit, là où l'image de la finance, et notamment après la crise de 2008, était plutôt exécrable. Donc en fait, il y a aussi cet enjeu-là. En 2008, elle l'avait mérité quand même. Hein. Je vous laisse penser ce que vous voulez, probablement. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de démontrer que la finance est peut-être en tout cas une partie de la solution et en tout cas un levier sans doute fondamental pour financer les milliards dont on a besoin pour organiser ces transitions. La finance et les fonds comme Mirova sont absolument essentiels. Troisième partie, la grande question, c'est d'auditer, de mesurer, de valider, de certifier ces engagements RSE et ESG. Il faut rendre des comptes. Alors un sondage de l'AMF tout récent dit que 61% des Français n'ont pas ou peu confiance dans les labels ISR. Il y a une ONG, qui est traditionnellement en train de dénoncer le greenwashing, donc c'est un peu son fonds de commerce, qui s'appelle Reclaim Finance, qui indique que plusieurs fonds ISR, beaucoup d'après elle, investissent dans des gros émetteurs de gaz à effet de serre, des entreprises qui transgressent les droits humains. Après, il y a ce rapport de l'Inspection générale des finances, on est dans sa maison, il date du 25 mars dernier, il est tout récent, qui parle de promesses confuses faites à l'épargnant. Il conclut, faute d'évolution rapide, le label ISR s'expose à une perte inéluctable de crédibilité et de pertinence. Anne Lapierre, on a un vrai problème de critères, un vrai problème de méthodologie aujourd'hui. C'est une forme d'humilité que de l'admettre. Oui, mais en même temps, je suis très optimiste parce que de nombreuses task force, des gouvernements réfléchissent à ces questions. Et je pense qu'il est important que ce débat ait lieu maintenant, justement, pour avancer. Il est normal qu'il y ait une évolution dans les règles. On voit, par exemple, que la taxonomie au niveau européen vient de sortir. Il y a eu ce débat de savoir si on mettait le gaz ou le nucléaire dedans. Pour le moment, ça reste ouvert. Il est évident que la difficulté et que la société avance, le besoin de gérer la question climatique est indispensable, mais il faut pouvoir débattre et se mettre d'accord sur la manière dont on le fait. Donc voilà, il y a débat, mais c'est plutôt extrêmement positif que le débat se fasse et que nous puissions donc avancer jusqu'à ce que les normes soient connues. Il est clair que la transparence va être un élément absolument indispensable. Philippe Zawati, pourquoi est-ce que ISR, RSE, ça inspire si peu confiance encore aujourd'hui ? Je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur le label et sur ces outils-là. Bon, sur le label ISR, il y a eu un problème de gestion, c'est-à-dire que l'idée est bonne au démarrage, la construction
a correspondu à ce qui était la situation du marché il y a 5 ans. Il se trouve que ce label a été mal géré, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi brièvement. Il n'a pas évolué, c'est-à-dire que normalement... Ça veut dire qu'il n'a pas évolué. Mais un label ne peut pas rester figé, c'est pas possible, parce que le monde évolue autour de lui. C'est-à-dire que vous avez vu ce qui s'est passé sur les machines à laver, où on avait au démarrage A, B, C, D, E, et puis ensuite tout le monde s'est mis en A, et donc on a créé des A+, A++, A++. Et puis là, on est revenu à une notation A, B, C, D, E, donc on a redescendu en quelque sorte les exigences, enfin on a remonté les exigences au contraire. Eh bien, c'est un peu la même chose sur la finance durable. La situation de la finance durable il y a 5 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Or, c'est vrai que le label ISR, il est resté tel quel. Il n'a pas évolué. Il n'a pas introduit. Il n'a pas, par exemple, toute l'évolution sur le charbon dont tu parlais, donc n'a pas été incluse dans la nouvelle définition du label. Donc, il n'y a pas d'exclusion de charbon dans le label ISR. Il y en a dans le nouveau label belge, par exemple, qui a été créé par la suite. Donc, il faut faire vivre ces éléments-là, et c'est assez normal que la barre soit montée régulièrement de façon à ce que, effectivement, l'ensemble du marché progresse. Mais c'est pas parce qu'effectivement celui-ci est un semi-échec, mais je crois qu'on peut revenir dessus, et donc le rapport de l'inspection générale des finances est excellent, et la ministre a dit tout à l'heure qu'effectivement il y avait maintenant une vraie volonté de le faire évoluer. Je pense qu'on peut revenir dessus et en faire un outil utile. Je vous pose la question, Guillaume Bory, est-ce qu'aujourd'hui on sait faire? Est-ce qu'on sait... Alors tout le monde... Moi je vous écoute depuis une grosse demi-heure, c'est très motivant, c'est très rassurant, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui auditer, mesurer, valider, certifier, rendre des comptes sur ces éléments dont nous parlons de la même manière qu'on peut le faire sur un excédent brut d'exploitation, un chiffre d'affaires, des profits consolidés? Ou est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il va falloir apprendre? Et est-ce qu'il faut admettre qu'on n'est pas mûr sur tout? Alors, on n'est pas mûr sur tout, ça c'est une certitude. Moi, je dirais que nous commençons à savoir faire. Je suis de toute façon un indécrottable optimiste, et je rejoins complètement ce qui a été dit. On est complètement dans la bonne direction. En fait, c'est quand même un effort qu'un certain nombre de grands groupes, dont celui auquel j'appartiens, a démarré. Cet effort, il a démarré il y a déjà presque une dizaine d'années. Mais après, il n'y a pas de miracle qui se produit. Donc, concrètement parlant, il faut investir dans des équipes qui sont capables de le faire. Il faut nouer des relations solides avec des partenaires qui sont capables de nous donner les bonnes informations, la bonne donnée. Cette donnée, elle est compliquée aujourd'hui à trouver. Et c'est vrai, dans un certain nombre de cas, nous avons des difficultés à la vérifier. Donc, des difficultés de type audit sur lesquelles il va falloir progresser. Mais beaucoup d'étapes ont été franchies. À l'initiative, je pense, d'un certain nombre d'acteurs de la place, et ça c'est une bonne chose. Je rejoins complètement ce qui a été dit par Sébastien Proto. L'enjeu pour la place de Paris, c'est de continuer à avoir une position de leadership que je crois que nous avons aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas s'arrêter en si bon chemin. La montagne est très haute. Et je crois que la ministre a extrêmement bien résumé en quelques minutes les enjeux des semaines à venir, des mois à venir. C'est sur la directive CSRD, être sûr qu'elle va répondre à ces enjeux-là, qu'elle va continuer de fixer la bonne taxonomie, qu'on soit aligné sur ce que nous cherchons à obtenir comme qualité de données, et qu'ensuite, progressivement, le marché se crée, parce qu'en fait, c'est un enjeu de création d'un marché. Des acteurs vont se dire, il y a donc un marché à aller chercher, être capable d'auditer correctement et de donner la bonne qualité de données et la bonne transparence sur ce qui se passe en matière de reporting extra-financier. Ce qui a été fait dans le cadre de la TCFD à laquelle la ministre faisait référence, c'est déjà un premier pas dans la bonne direction, mais ensuite il faut, comme plusieurs d'entre nous l'avons dit depuis le début de cette table ronde, que l'Europe prenne la main et effectivement cherche à pousser un standard international. Vous y tenez beaucoup à ça? Oui, bien sûr, c'est fondamental. Et exactement pour ce que vous avez résumé de manière très simple tout à l'heure, on ne peut pas recommencer ce qui s'est passé avec IFRS. Ça ne serait pas raisonnable. Après, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'excès inverse, qui est de se dire qu'on fixe une norme européenne et puis ensuite, ça suffit. Non, et ensuite, il faut se battre pour qu'elle devienne la norme internationale. Parce que pour les acteurs internationaux, on a besoin d'une seule norme. Si on en a plusieurs, on n'aura pas résolu le problème. Et donc, il y aura une compétition entre les normes. Bien sûr, mais il faut bien qu'une d'entre elles l'emporte. On sait bien qu'en Europe, quand on définit des normes, on veut toujours laver plus blanc que blanc. On a généralement tendance à être les héros de la vertu, à UT. On ne va pas imposer des normes européennes, par exemple, à des pays en voie de développement. Vous parlez de normes internationales.
Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre, c'est certain. Vous avez raison de dire qu'on a quelques exemples récents, je pense notamment au sujet des données, où peut-être qu'on aurait pu faire preuve d'un poil plus de pragmatisme ici ou là. De temps en temps, oui. Mais moi, encore une fois, je suis optimiste et je trouve que sur ce sujet, justement, le travail qui fait est de très bonne qualité et se fait en très bonne intelligence avec les acteurs de la place. Et comme ça a été souligné tout à l'heure, c'est un écosystème. Donc il faut qu'on joue tous ensemble collectif, c'est notre intérêt, surtout qu'on a déjà une position de leadership sur la place de Paris. Si je peux me permettre, TCFD, IFRS, même combat. Hein, moi, je suis assez étonné là qu'on dise alors IFRS c'est horrible et TCFD c'est magnifique. TCFD c'est un truc qui a été fait par des Américains, pour des Américains, avec complètement à l'opposé de la notion de double matérialité, c'est-à-dire que ça ne parlait, alors c'est en train de changer un tout petit peu maintenant, mais enfin tout le démarrage de TCFD ne parle que de matérialité financière, hein, ça ne parle que de ça. Donc je pense qu'il faut, voilà, quelquefois, et là, TCFD, pour une raison qui m'échappe, tout le monde a l'air de dire que c'est formidable et que c'est merveilleux. Moi, ça me surprend un peu, voilà. C'est notre monnaie, c'est votre problème. Vous connaissez l'histoire, c'est valable dans bien des domaines. Toujours sur cette histoire d'audit, de mesures, de validation, Hélène Bernicot, qu'est-ce qui nous manque pour avancer? Il nous manque des datas, il nous manque de la contrainte réglementaire, il nous manque des compétences, il nous manque de l'expérience, il nous manque des formations? Alors il y a d'abord évidemment l'enjeu de la donnée, hein, donc de la donnée, et pour les banques de la donnée des clients, puisqu'en fait ce qui est compliqué c'est que la banque elle a besoin de la donnée du client, hein, du sous-jacent en fait pour pouvoir exporter elle-même ses propres données. Après je crois qu'il y a un enjeu si on pousse un petit peu plus loin. Aujourd'hui on a effectivement des normes comptables qui permettent de donner un compte de résultat, un bilan financier. En réalité, demain, après-demain, on aura besoin, finalement, idéalement, d'avoir une conversion peut-être en euros de l'impact extra-financier. Carrément. C'est effectivement la cible, et je pense que c'est à ça qu'on doit arriver. Un nouveau convertisseur. Exactement, et ce qui est assez logique, puisque ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va regarder finalement la performance d'une stratégie, non pas la performance simplement ou à l'efficacité d'un compte de résultat, d'un bilan, mais à l'aune de données extra-financières. Et donc la logique, c'est qu'effectivement, on puisse chiffrer en euros. Quelque part, c'est quoi l'impact, c'est quoi l'externalité d'une entreprise? C'est du service qui aujourd'hui n'est même pas monétarisé que l'entreprise donne à la société. Donc l'enjeu, c'est bien celui-là. Alors, il y a beaucoup de travaux, etc. On est encore loin d'arriver à ça. Il se trouve, au Crédit Mutuel Arkéa, on a un petit peu pris les devants. On s'est dit, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire. On travaille avec justement un cabinet d'audit pour essayer de chiffrer justement les externalités positives et négatives de l'ensemble de nos activités. Et ensuite, pour avoir un T0, et ensuite nous fixer une trajectoire en se disant, notre objectif, c'est d'améliorer en fait ce compte de résultat extra-financier. Donc, on a bâti, alors... C'est des choses qui vont s'améliorer en avançant, puisque ça dépend des données, encore une fois, de nos clients. Donc, on travaille aussi sur nos SI pour intégrer les données des clients. Et petit à petit, on va être en capacité, effectivement, de dire, quand Crédit Mutuel Arkéa investit 1 euro, finalement, ça engendre un compte de résultat financier, mais également, ça a des impacts, et donc, qui sont chiffrés en euros et qui viennent... Est-ce qu'il va falloir arriver à quelque chose d'audible pour tout le monde, même des non-experts, des non-banquiers, non-assureurs? Je me souviens en avoir parlé avec des gens de Crédit Agricole Indo-Suez, dont un éminent représentant est présent dans cette salle, et eux, ils ont des clients particuliers, et ils veulent donner du sens à leur épargne, et ils veulent des preuves d'amour. Mais ils ne veulent pas des trucs qui sont des trucs d'experts. Il faut réussir à ce que ce soit explicite. Et ce qu'on pense, c'est que l'euro, c'est explicite pour tout le monde. Mais ça, je suis assez frappé de votre histoire. Je n'avais jamais entendu cette c'est des réflexions. On n'est pas les seuls. Hein. On travaille évidemment avec des cabinets. Il y a déjà un certain nombre, d'ailleurs, dans l'industrie. Vous prenez le groupe Kering, ils ont un compte de résultat environnemental. Hein. Et donc, pour la banque, on l'a fait. On le teste sur nos activités. Et probablement, à la rentrée, on sera en capacité, d'ailleurs, de communiquer un petit peu sur ce sujet. En fait, en tout cas, on est convaincus que c'est vers cela qu'il faut qu'on aille, parce qu'effectivement, il y a besoin de transparence et il y a besoin que tout le monde comprenne, et on pense que l'euro, tout le monde comprend. Ah, ça c'est clair. Sébastien Proto, vous êtes le dernier sur cette question-là, alors je vous laisse réagir par rapport à ce qui a été dit. Je ne veux pas vous poser une question précise et ciblée, inutile. Donc je parle de ce que vous voulez. Si vous... Non, mais deux, trois choses qui me semblent importantes. Le label ISR que vous évoquiez, je rejoins Philippe, il est sûrement perfectible, c'est quelque chose qui a vocation à évoluer. Maintenant, si on regarde l'évolution de la situation, je trouve qu'on a de plus en plus d'épargnants qui veulent donner du sens à leur épargne et qui ont la possibilité de le faire. Ce
qui est quand même un point très positif. Quand on regarde les différentes études d'opinion, il y en a à peu près 6, 7 sur 10 d'épargnants qui veulent donner du sens. Il faut être en capacité de leur donner du sens. Nous, on a mis en place une gamme de produits d'épargne avec 20 fonds qui sont tous ISR et ou à impact environnemental et climatique. Quand on fait ça, et je précise que c'est pour tous nos clients, ça commence à 50 € d'abondement. D'accord. Mensuel. Donc c'est vraiment, en plus, avec une vocation de le mettre à la disposition du plus grand nombre, parce que, je rejoins tout à fait ce que disait Philippe, il ne faut pas être nécessairement très riche pour se sentir très responsable. Donc c'est très important de pouvoir donner nos produits accessibles au plus grand nombre. On sélectionne derrière des sociétés de gestion. Il se trouve qu'on a sélectionné Mirova. Pourquoi ? Parce que, à l'issue d'un travail d'analyse très poussé, on a considéré que les produits qui étaient proposés correspondaient bien aux 3 lettres ESG et que le travail était fait extraordinairement sérieusement. Comment vous saviez ça? Vous êtes allé voir les produits? Parce vous avez qu'il y a fouillé eu un dialogue, il y a eu d'abord... Ou alors vous vous connaissez depuis des années et vous avez confiance l'un dans l'autre? Non, il y a d'abord une compétition. Mirova n'est pas tout seul bien sûr. rentré dans notre modèle de distribution de produits d'épargne. Il y a d'autres noms qu'on a fait rentrer sur, au fond, à la fois, à chaque fois, un principe de dialogue poussé, intrusif, pour bien comprendre quelle était la qualité exacte de ces produits qu'on met ensuite à la disposition de nos clients dans une logique d'architecture ouverte avec d'autres grands noms de l'asset management, Amundi par exemple, DNCA qui est une autre société de gestion de Natixis par exemple. Donc ça, il nous revient à nous en tant que banque qui distribuons ces produits d'épargne, d'abord de faire le premier travail d'analyse, au-delà du label ISR. C'est le premier point. Maintenant, je suis d'accord, il faut des règles, il faut un cadre, et aucun engagement ne vaut sans dispositif de mesure crédible et sérieux. Là-dessus, Nicolas, c'est clair que les choses continuent à avancer et on n'y est pas totalement. Il y a la taxonomie qui va se mettre en place. Il y a les problématiques d'accès à la donnée qui étaient évoquées et que la secrétaire d'État a rappelé tout à l'heure. Ce cadre-là, il est encore en cours de construction et il va continuer à évoluer. La troisième chose, ce sont les engagements pris par chaque acteur. Et nous, on est très sensibles à ce troisième point également. Quand on dit que d'ici 2025, on réduit de 10% notre exposition à l'extraction de pétrole et de gaz, quand on dit qu'en 2030, on sera sorti du financement du charbon thermique dans l'Union européenne, dans les pays de l'OCDE, 2040 hors de l'OCDE. Pourquoi ? Parce qu'il y a la problématique du continent africain, qui est une problématique spécifique. On ne peut pas, nous, simplement dire cela sans le prouver. Et donc, nous avons désormais une communication financière plus riche, des rapports spécifiques, des rapports intégrés, qui permettent de prouver ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et donc, tout ne relève pas, par définition, de règles internationales ou européennes. Il y a également la qualité de l'information fournie par chaque acteur, à commencer par les banques, sur son action. C'est vraiment la somme de ces trois choses. Quatrième et dernière partie, la finance responsable est-elle une lame de fond qui participera à la sortie de crise? Va-t-on vers un nouveau capitalisme à visage humain? Est-ce que la finance à impact peut changer le monde? Est-ce que ces valeurs RSE peuvent remodeler le paysage économique mondial, voire aller jusqu'à réconcilier une partie de l'opinion, quelquefois un petit peu en désamour avec l'économie de marché? Cette étude de PricewaterhouseCoopers, elle date de ce mois-ci, en mai. Là. Ils ont interrogé des sociétés d'investissement sur toutes ces questions que nous évoquons aujourd'hui. 56% des sociétés de capital investissement nous disent que le ESG est abordé plus d'une fois par an en conseil d'administration cette année. C'était seulement un tiers en 2019. 66% classent la création de valeur comme l'un des 3 principaux moteurs de l'investissement responsable. Ça rejoint ce que vous disiez, Hélène, tout à l'heure. 56% ont déjà dit non, parce qu'il y avait les questions ESG qui n'étaient pas renseignées. 91% jugent que le risque climatique est une préoccupation. La quasi-totalité évoque des questions sociales, de diversité et d'inclusion. Maître Anne Lapierre, est-ce qu'au terme de nos échanges, on peut dire que le greenwashing, c'est terminé? Qu'on est sur un mouvement de fond, qu'on ne pourra faire machine arrière? Après, on peut s'interroger sur le rythme auquel il faut engager cette transition.
Le greenwashing, oui, c'est terminé. Je pense qu'au regard de l'attention qui est portée justement à cette question de normes et la transparence qui est attendue des acteurs, avec un certain nombre aussi d'acteurs comme les ONG, le citoyen, le consommateur très attentif et les réseaux sociaux, je pense qu'il est aujourd'hui compris par n'importe quel acteur de marché que ce qui est dit et qui n'est pas fait sera mis sur la place publique. Donc je pense que le greenwashing, c'est derrière nous. Après, il peut y avoir effectivement une question de rythme et une question de communication et d'adéquation entre ce qu'on a dit et le rythme auquel on l'adopte. Je pense qu'une question extrêmement importante, c'est la question du temps. Alors, est-ce que les normes extra-financières créent de la valeur ou pas ? Bien entendu, oui. Est-ce que ça en crée à la bourse ? Pas forcément. C'est-à-dire que quand on est un investisseur qui veut donner du sens à son épargne, on n'attend pas de faire le coup du siècle sur le mouvement boursier du lendemain. On est dans une démarche d'investissement long terme qui correspond d'ailleurs bien davantage au temps d'investissement des infrastructures, des CAPEX, plutôt que de la bourse. Donc l'investisseur long terme qui veut donner du sens, il est beaucoup plus en phase avec le temps de la transition énergétique plutôt qu'avec la bourse. Donc il me semble que oui, il y a une lame de fond. La lame de fond, c'est pour moi plutôt la transition énergétique et la finance à impact, c'est l'outil. Hélène Bernicot, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit sur l'idée que c'est une lame de fond, mais qu'il faut absolument, c'est le premier point que vous avez évoqué il y a bientôt 1 heure, il faut absolument que tous ces éléments-là soient créateurs de valeur. Et là aussi, il va falloir prouver que tous ces éléments-là sont créateurs de valeur. Alors, sont-ils créateurs de valeur au même rythme que les précédentes pratiques? Pas forcément. L'investisseur doit-il être plus patient, moins gourmand, comme disait Patrick Artus dans les colonnes du Figaro, c'était samedi. Je vous laisse nous donner votre avis. Oui, je suis absolument convaincue que c'est effectivement une lame de fond et que, j'allais dire, il y a quand même beaucoup d'indicateurs au vert. Il y a cette prise de conscience ou ce consensus scientifique sur l'urgence climatique. Je pense qu'aujourd'hui, il ne fait plus débat. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on fait. Une fois qu'on a dit comment on fait, on voit qu'il faut, je crois que c'est 6 000 milliards par an pendant 30 ans pour arriver à réduire de 2 degrés l'augmentation de la température au niveau du monde. Aujourd'hui, on est à peine à 1 000 milliards, je crois, d'investissement. Donc on voit bien que ce que les États vont pouvoir mettre ne suffit pas. Et donc la finance, elle permet quoi ? Elle permet de financer ces transitions, et ces transitions, elles sont longues. Après, en tant qu'acteur coopératif, donc non coté, naturellement, le temps long, on a la chance, j'ai envie de dire, de l'avoir ancré dans nos gènes. Donc évidemment, moi je suis aussi convaincue qu'il y a ce sujet du temps long. Et ce sujet du temps long, il veut dire quoi ? Il veut dire on va accompagner les transitions, on va pas laisser, l'objectif c'est pas de laisser de côté tout un pan de l'économie, mais c'est bien de convaincre, on parlait tout à l'heure de nos clients, des entreprises, de convaincre nos clients d'engager leur transition pour proposer des modèles plus durables. Et pour cela, ça veut dire que dans leur proposition de valeur, ils vont eux aussi, à leur niveau, intégrer ces enjeux ESG au niveau de l'entreprise. Donc oui, du temps, évidemment. Et la création de valeur, il faut avoir en tête, et de toute façon, une banque se doit de présenter, j'allais dire, des indicateurs économiques positifs à la fin de l'année, tout simplement de par la réglementation. Donc il y a bien 2 jambes, il y a effectivement le résultat économique et l'efficacité économique, et il y a également la prise en compte de ces enjeux à moyen long terme. C'est effectivement sur les 2 jambes qu'on va marcher, c'est pas l'un sans l'autre, et c'est vraiment le cercle vertueux. En même temps, toutes les entreprises qui ne prendront pas ces enjeux en compte demain ne seront pas performantes. Je crois que l'enjeu, un point qui peut être assez simplement une entreprise aussi compris, qui ne prend pas ce virage est une entreprise qui perdra. Qui à terme, j'en suis absolument convaincue, qui à terme ne sera pas performante économiquement. Après, il y a un enjeu qui est assez simple à comprendre, même pour des banques, c'est le sujet du risque. Le risque climatique. La banque, elle gère aussi du risque. Le fait d'intégrer le risque climatique dans les risques, alors on dit souvent risque physique ou risque de transition, ça paraît évident. C'est-à-dire que demain, il y a des actifs qui vont décoter de par l'évolution du climat. Donc, si on ne prend pas en compte ces enjeux-là, demain, on ne sera pas performant sur ces actifs-là. Je pense que ça, tout le monde peut l'entendre. Et de la même manière, on voit bien que le monde va évoluer, les modèles vont évoluer. Et donc, si on n'intègre pas ces
ces éléments-là, de toute façon, il n'y aura plus de clients et ces entreprises-là ne seront pas performantes économiquement. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et c'est vrai pour les banques, c'est vrai pour l'ensemble des entreprises et les banques sont vraiment un effet de levier absolument fondamental pour que ce mouvement effectivement s'accélère et soit effectivement une lame de fond comme je pense il l'est. Je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises, Guillaume Bory. AXA, aujourd'hui, a intérêt, j'ai bien dit, a intérêt à être présent de plus en plus dans cet univers que nous décrivons. Oui, c'est votre intérêt. Absolument, c'est notre intérêt. C'est pas une contrainte ou une pression de la bien-pensance qui fait que de toute façon, vous n'avez plus le droit de dire que vous êtes contre ou que vous prendrez votre temps et qu'il faut forcément être dans le mouvement. Non, pas du tout. Et le point le plus fondamental, c'est qu'il faut vraiment impérativement que nous cessions d'opposer ce sujet de la performance économique avec le sujet de la performance en matière ESG. Les deux sujets sont complètement corrélés. Et maintenant, on a suffisamment de recul pour le dire. D'accord, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas un épargnant qui vous a dit « Oui, mais alors si je fais un investissement responsable, est-ce qu'il va me rapporter autant qu'un investissement irresponsable ?» Bien sûr, bien sûr que les épargnants nous posent ces questions, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, la plupart des épargnants, quand ils poussent la porte d'une agence AXA, je peux vous assurer qu'ils ne rentrent pas dans l'agence en disant « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner un produit d'investissement qui va me faire plus 20% en un mois et puis faire l'aller-retour sur les marchés ?» Les clients ne vous demandent pas ça. C'est absolument pas la discussion que nous avons avec les clients. Et alors en plus, il se trouve que par notre activité, l'assurance vie, l'épargne retraite, naturellement, nous avons la plupart de nos discussions avec les clients sur un horizon long, puisque ce qu'ils viennent, c'est placer leur argent avec un temps long en assurance vie. Si vous voulez notamment pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, de toute façon, il faut le laisser 8 ans. Et en épargne retraite, par définition, votre horizon est long. Donc, on a une discussion de qualité là-dessus. Après, ce qui est fondamental pour y arriver, c'est, on y a brièvement fait allusion tout à l'heure, l'enjeu que nous mettons sur la formation de nos réseaux de distribution. Parce que ce dialogue, il se passe avec un être humain qui s'appelle un agent d'assurance et qui discute avec le client de cette question. Et donc, comment nous formons correctement nos agents sur ces questions, c'est un sujet absolument central pour être sûr que ce dialogue se passe dans un cadre bien compris, avec effectivement une stratégie de long terme. Très concrètement, vous connaissez tous les agences AXA que vous voyez sur le bord de la route. Il y en a 3200 en France. À côté d'elles, on a aussi 1300 agents spécialisés qui, eux, n'ont pas une boutique pignon sur rue, qui sont 1300 agents spécialisés en conseil patrimonial. Et ce que nous avons fait ces 6 derniers mois, c'est que nous les avons tous formés spécifiquement et uniquement sur ces sujets-là. Sur les sujets ESG, sur les sujets de discussion avec les clients, sur les produits d'épargne responsables. Et chacun de ces agents choisit, lui, à l'issue de cette formation, de retenir un des 4 labels que nous proposons et ensuite de se concentrer sur un de ces 4 pour continuer à se former et pour accompagner ses clients sur cet enjeu-là, un des 4. Et ce que nous disons, c'est que nous demanderons ensuite à une société d'audit externe, à intervalles réguliers, d'auditer que chaque agent qui a choisi tel label respecte effectivement les pratiques que nous avons fixées. Donc on s'est fixé un cadre interne, on a formé nos agents, et maintenant, dans la discussion avec le client, il va pouvoir mieux accompagner le client. Mais toute cette chaîne-là de valeur, elle est indispensable d'orienter dans la bonne direction. Mais si nous le faisons, c'est aussi, bien sûr, parce que nous y avons intérêt. Vous avez formé les 1300 ? Oui, tout à fait. En 6 mois. Enfin, on en est à 93%, si vous voulez que je sois précis. On a presque terminé. Je vais donner le mot de la fin à Sébastien Proto et Philippe Zawati. Avec la question centrale de notre table ronde, est-ce que la crise sanitaire actuelle est un tournant ? Est-ce qu'on est sur une lame de fond qui va remodeler en profondeur le capitalisme tel que nous l'avons connu ? Ça vous permet de donner quelques éléments de conclusion parce que le temps nous est compté. Très rapidement, oui, la réponse est oui à mes yeux parce que c'est la conjonction d'un choc considérable, cette pandémie, et d'une opportunité considérable également. C'est la somme des financements qui vont être consacrés à la relance en Europe et aux États-Unis, 700 milliards en Europe et des perspectives de rebond importants. Donc la question est de savoir dans quoi tout ceci va être investi. Et c'est là où il y a une opportunité considérable pour accélérer le virage de la transition énergétique, sans oublier le reste des enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, notamment sociaux. Et je le redis, il ne peut pas y avoir d'avancée réelle sans une participation active des banques, de l'ensemble de la finance. Je pense qu'elle y est prête, qu'elle est, au-delà d'être prête, convaincue.
c'est le cas pour notre groupe, action indispensable des banques, en ayant compris qu'il est tout aussi indispensable d'avoir vraiment un ensemble d'acteurs impliqués. Ce n'est pas un acteur qui résout l'équation, ce sont des coalitions et un rassemblement de différentes actions, différents types d'intervenants. Il n'est pas impossible, comme disait Hélène Bernicot, que les engagements des banquiers dans les éléments ESG, RSE permettent de réconcilier la profession de banquier avec l'opinion. Ça peut y participer. Mais c'est un point vraiment très important. Il y a donner du sens aux épargnants, donner du sens à nos clients. Il y a également, je le redis, donner du sens à nos collaborateurs. C'est une revalorisation très claire de ce métier de banquier qui était attendu et qui est en cours. Mais de toute façon, au-delà de la réglementation qui va arriver, la pression va venir du salarié, elle va venir du consommateur, de l'investisseur, du donneur d'ordre, du fournisseur, des organisations professionnelles. Il est certain qu'il y aura tous ces éléments-là qui ne sont pas des éléments réglementaires votés par les législateurs qui jouent un rôle essentiel. Philippe Zawati, 1 minute, 2 minutes pour conclure, allez-y. Je partage, je pense que il y aura une réconciliation des citoyens avec la finance quand la finance va se reconnecter avec les citoyens et avec le monde qui l'entoure. C'est ça qui est en jeu. Je crois que la finance durable toute seule n'a jamais réussi à changer quoi que ce soit, ni changer le monde, ni rien d'autre. En revanche, quand elle est connectée à des mouvements sociétaux et des mouvements économiques qui vont dans le même sens et qu'elle embraye ça, elle a un pouvoir, un effet de levier sur ces éléments-là qui est considérable. Or là, c'est ce qu'on est en train de voir. On voit effectivement des étudiants qui ne veulent pas aller travailler dans n'importe quelle entreprise. On voit des mouvements sociaux qui sont en train de se mettre en place. On voit une économie avec de l'innovation qui explose dans tous les sens dans cette direction-là. Alors si la finance prend ce virage-là, alors elle peut être un outil effectivement extrêmement fort. Merci à tous. Hélène Bernicot, Maître Anne Lapierre, Guillaume Bory, Sébastien Proto et Philippe Zawati.